Et ça y est, on est parti. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir rejoint cette visio. Je vous rappelle l'objet de ce webinaire. En fait, il s'agit de profiter de la présence de Sylvie Laroche et de Marie Hurlimann pour faire un retour d'expérience sur la mise en place de parcours Cléa pour des salariés d'une entreprise d'insertion par l'activité économique qui s'appelle Copagir et qui est basée à Dole. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va dialoguer avec Sylvie et Marie pour qu'elles nous expliquent un petit peu dans quel contexte et comment s'est mise en place cette expérimentation et un peu quels sont les enseignements qu'on peut en tirer par rapport en termes de plus-value pour les bénéficiaires, les salariés bénéficiaires. Et puis, on aura éventuellement un petit temps d'échange si vous le souhaitez à la fin. On gardera un petit temps de réponse à vos questions ou à vos demandes de précision. Pour démarrer, on va peut-être se présenter. Alors, je vais commencer, puis après, je donnerai la parole à Sylvie et à Marie. Donc, Michel Faux, moi, je suis directeur des études du CAFOC de Dijon et en même temps référent Cléa pour le réseau des Greta sur l'Académie de Dijon, donc les 4 Greta de l'Académie de Dijon. Voilà pour la présentation. Sylvie, je te laisse te présenter. Donc, Sylvie Laroche, moi je suis la directrice générale de l'association Copagir qui est basée à Dole et donc qui porte le chantier d'insertion par l'activité économique Interframe sur lequel on va revenir. Merci. Marie? Bonjour, Marie Hurlimann, je suis chargée d'ingénierie et développement au sein d'un petit organisme de formation positionné sur la formation des salariés faiblement ou pas du tout qualifiés, qui est une émanation de l'association Copagir et puis qui connaît récemment d'importantes évolutions sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Merci pour la présentation. Alors peut-être pour planter un peu le décor pour ceux qui nous écoutent, ce qui serait peut-être intéressant, c'est en quelques mots de présenter la structure Copagir, à la fois dans ses missions, dans ses activités, ce qui nous permettra après d'arriver peut-être sur les intentions qui étaient celles de Copagir au début, au lancement de cette expérimentation Cléa pour les salariés. Sylvie, tu nous fais une présentation? On ne fait pas un tour de Zoom pour que nous, on sache à qui on s'adresse? Si tu le souhaites. Alors, on peut le faire. Donc, ça suppose que les auditeurs allument leur micro. Allez-y. Donc, alors moi, j'ai une liste. Donc, Sandrine, vous pouvez commencer peut-être? Oui, donc bonjour à tous. Donc Sandrine Luce, psychologue socio-professionnelle en charge de l'accompagnement à la Régie Quartier Épicerie Solidaire de Nevers, association ASEM. Merci. Ensuite, j'ai Françoise Bertrand. Françoise? Ah, on a un petit souci de micro, Françoise. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Corinne. Et puis Françoise, quand elle aura réactivé son micro, elle pourra peut-être se présenter. Corinne? Corinne Tupin? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, parfaitement, merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Corinne Tupin, chargée emploi formation au sein de l'entreprise Groupe Coopératif Demain, qui est une entreprise d'insertion par l'activité économique située à Lons, le Saunier. Merci. Victor? Voilà. Là, tu vas avoir le son dans tes oreilles. Et ils vont m'entendre? Alors, Victor, donc, visiblement, n'a pas activé son micro. Par contre, Françoise, vous pouvez vous présenter maintenant, on vous entend. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. D'accord. Alors, bonjour à tous, je suis Françoise Bertrand et je suis conseillère d'insertion socio-professionnelle à la Régie Interquartier de Mâcon. Très bien. Donc, finalement, Sylvie, tu as la réponse à ta question. On a une coloration très IAE dans les participants à ce webinaire. Voilà. Donc, je te laisse présenter les missions et les activités de Copagir. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a une entreprise d'insertion de Régie de quartier. Nous, Copagir, on porte un chantier d'insertion par l'activité économique, donc Interframe, qui est structuré sur la gestion de la récupération textile.
Peut-être dire quand même que Copagir est une association engagée et positionnée sur à la fois les publics les plus éloignés de l'emploi. C'est principalement ces publics qu'on salarie au sein du chantier d'insertion, sur les publics aussi qui sont très faiblement, peu ou pas qualifiés du tout. Et on a aussi un public qui est issu d'immigration et donc réfugié, et pour qui les enjeux d'intégration par le travail sont importants. Donc ça, c'est une première branche. On a une deuxième branche qui est les publics en grande précarité, en particulier d'accès au logement, mais ce n'est pas la branche qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord ? Merci. Le chantier d'insertion, c'est 33 équivalents temps plein salariés et environ une cinquantaine de personnes qui passent en contrat de travail sur une année en moyenne. D'accord ? Peut-être ce que je peux dire du chantier d'insertion sur comment il est structuré. Moi, j'avais envie de vous dire ce matin, parce que finalement, dans le retour d'expérience, ça nous amène à formaliser encore un peu plus la façon de présenter le chantier d'insertion. C'est bien sûr, comme pour vous, hein, les uns et les autres d'ailleurs, une possibilité de remise à l'emploi. Ça, c'est le parcours de base, c'est le contrat de travail qui s'organise sur un objectif de remise en activité, mais en intégrant dans le parcours à la fois les enjeux de montée en compétences professionnelles de façon formalisée. Et c'est ça, c'est là où on va voir comment Cléa vient apporter un certain nombre de reconnaissances à cet enjeu-là. Et puis tous les enjeux que moi je mets dans qualification sociale, qui sont bien évidemment non seulement les savoir-être, mais les comportements au travail. Et ce qui légitime, comme chez vous, régie de quartier ou groupe de main, entreprise d'insertion, c'est véritablement un parcours atypique sur la base d'un contrat de travail. Et ça, c'est quelque chose, j'allais dire, qui fonde et qui légitime totalement l'action qu'on engage auprès des salariés. Alors moi, je l'ai décomposé en quatre parties. Il y a à la fois l'enjeu donc proposer un emploi, un poste de travail. Donc c'est vraiment travailler ou retravailler pour certains, ou travailler pour la première fois pour beaucoup de publics qui nous sont orientés. C'est travailler en apprenant. J'intègre la dimension apprendre. Et dans cette dimension apprendre, c'est apprendre en faisant. Nous, sur la filière textile, c'est en conduisant quand on va ramasser les vêtements dans les conteneurs. C'est apprendre en collectant, en conduisant, en triant, en vendant, puisqu'on a des boutiques, on a un atelier de tri. Et donc, cette articulation-là, elle doit être extrêmement identifiée pour bien comprendre les situations de travail et les postes de travail. Il y a une dimension donc, dans ce parcours d'insertion qui est proposé, qui est se former, et se former pendant le temps de travail. Dans se former, c'est vraiment acquérir ou réacquérir, ou tout simplement découvrir, je pense en particulier pour les publics réfugiés, vraiment les savoirs de base. On y reviendra, hein, je ne veux pas tout donner. Et puis, il y a une dimension, moi, qui me semble déterminante dans les parcours d'emploi aujourd'hui, c'est aussi s'informer, se projeter. Bien évidemment, en lien avec l'emploi, mais pas seulement avec l'emploi dans son environnement, dans son bassin d'emploi, mais avec aussi les dispositifs de qualification. Parce que, mais ça, vous êtes, je pense, tous concernés par ça. Les sorties, c'est aussi beaucoup, les sorties sur l'emploi, c'est se préparer à d'abord passer par une étape de préqualification, de qualification professionnelle. Voilà, j'en reste là pour la présentation.
Merci Sylvie pour cette présentation. Alors, j'entends plusieurs éléments là dans ce que tu viens d'évoquer. Alors, bien sûr, tu rappelles les principes qui animent on va dire les structures qui œuvrent dans le champ de l'insertion par l'activité économique, mais tu rajoutes, me semble-t-il, une dimension moi qui me semble relativement importante par rapport à ce qui ensuite a été mis en œuvre en termes d'expérimentation. C'est la notion d'entreprise apprenante ou la notion d'intégration ou d'articulation entre un parcours de formation et le poste de travail occupé. Je pense que Marie, là, à partir de là, tu peux peut-être reprendre ce principe-là et expliquer un petit peu comment ce parcours, justement, a été construit et comment il a respecté ce principe énoncé par Sylvie d'intégration et d'articulation entre les activités sur le poste de travail et les temps de formation par rapport à l'objectif d'acquisition de la certification CLEA. Oui, alors peut-être pour ceux qui nous écouteront, hein, puisque le webinaire sera enregistré, et puis qui ne viendraient pas comme nous tous ici du champ de l'insertion, peut-être rappeler que notre atout, notre ADN, c'est bel et bien d'offrir à des publics qui souhaitent accéder à l'emploi ou à de la qualification, avancer sur leur parcours d'insertion, mais de leur offrir des situations qui sont diverses. Un accompagnement sur poste de travail avec des encadrants techniques, et puis un tutorat sur ce volet plus technique, un accompagnement socio-professionnel. Nous, c'est notre quotidien, hein, mais je pense que ça peut être intéressant pour d'autres types de participants ultérieurs. Et puis, à Copagir, par-dessus ces deux dimensions qui font partie intégrante de l'offre insertion, une volonté d'apporter de la formation internalisée. Donc, ici à Copagir, c'est bien sur ce schéma, donc effectivement cette approche intégrée qu'on partait avec ces 3 pieds de tabouret, un accompagnement socio-professionnel individualisé, resserré, des postes de travail apprenants, et puis une offre de formation internalisée sur temps de travail. Donc, partir sur ces 3 situations, beaucoup de choses avaient déjà été faites, mais l'idée au travers de l'expérimentation sur laquelle on revient aujourd'hui, parce qu'on l'a vraiment mené dans cet esprit expérimental, en mode recherche-action, en étant ouvert sur les remarques, les ajustements à apporter, les difficultés, etc. Donc, la plus-value, il me semble, de cette démarche-là en lien avec CLEA, qui est notre autre sujet d'aujourd'hui, c'était d'apporter à nos pratiques, qui étaient déjà plutôt avancées, un cadre de référence, une structure, quelque chose qui nous guide dans une façon d'aller vers ce qu'on souhaite tous sur le champ de l'insertion. Moi, je viens de là et du monde des régies de quartier. Ce qu'on souhaite tous sur ce champ-là depuis longtemps, c'est d'aller au bout d'une approche croisée. C'est-à-dire, on parle de 3 pieds de tabouret qui sont de réels atouts. On a cette chance à l'interne. Mais là où je pense tous, on peut aller plus loin, et nous aussi encore, malgré cette expérimentation, c'est comment on croise les fils, comment ces 3 approches ne sont pas juxtaposées, mais complètement complémentaires. Et donc, l'expérimentation, finalement, le nœud de l'expérimentation, c'est sur cette question-là qu'il se joue, dans l'intérêt des publics qu'on accompagne, qui ont sans doute, avec des petits niveaux de qualification, n'ont pas une appétence illimitée pour des formations de type académique, pour du papier-crayon, pour du… Voilà. Mais qui, par contre, et c'est ce qu'on a pu observer, s'y retrouvent complètement quand on est dans le concret, dans le faire. Et qu'en partant de compétences, parce que CLEA, c'est un jargon quelquefois qui peut un peu égarer, ça a été notre cas au démarrage, mais son atout, c'est bien de partir de la compétence. Et cette notion un peu floue, il me semble qu'on pourrait en dire une chose, la compétence, c'est le développement d'aptitudes qu'on recherche en ayant une formulation entreprise. C'est le langage de l'entreprise qu'on a parlé au début de l'expérimentation. Bien sûr, après, il y a un référentiel dans lequel il faut rentrer, qui peut, dans un premier temps, un petit peu déstabiliser. Mais l'idée, c'était vraiment de partir de nos grilles de compétences à l'interne, celles qui existaient déjà et qui ont été formulées par des encadrants techniques qui ne sont pas des pédagogues, et c'est pas, ils ont besoin de cette dimension, mais ils ne font pas de l'ingénierie de formation, ce n'est pas leur job. Et ce qui était intéressant, c'était de partir de leurs mots, de leurs phrases, de comment eux disent « voilà ce que j'attends de quelqu'un sur ce poste, voilà où il a besoin de progresser pour un jour être employable ». Voilà. Donc on commence là à entrevoir une bascule sur le côté
opérationnelle, la mécanique qui a été mise en œuvre par rapport à ces parcours Cléa. Mais juste pour rappeler finalement ce que vous venez de dire, les principes qui sous-tendent cette expérimentation, c'est les principes donc, qui sont ceux de l'insertion par l'activité économique, donc la mise en activité sur des postes de travail. Donc Sylvie disait Copagir, on va dire 4 grandes familles de postes, à la fois des chauffeurs manutentionnaires qui récupèrent les vêtements, des opérateurs de tri qui, comme leur nom l'indique, assurent une première sélection et éventuellement interviennent pour retoucher des habits qui peuvent être valorisés. Donc une activité de retouche, de couturière, et puis une activité de vente en boutique ou en friperie. Donc, trois activités comme ça qui structurent les postes de travail. Le principe que tu évoquais avec un triptyque, encadrement technique sur ces postes de travail, accompagnement socio-professionnel, et là, on rajoute la dimension formation et, comme vous le disiez, formation intégrée, articulée avec le poste de travail, avec des allers-retours permanents entre les temps de formation et les temps d'activité sur les postes de travail. Et puis là, tu commences à esquisser, Marie, le début finalement de cette expérimentation, c'est de pouvoir s'appuyer sur en fait alors on va appeler ça des grilles, en tout cas une identification précise des activités qui composent le poste de travail et des compétences qui sont attendues par les encadrants sur les postes de travail. Tu peux revenir sur ce travail de formalisation qui, moi, me semble être quand même une des conditions de réussite de l'expérimentation en amont. C'est savoir finalement très précisément ce qui est attendu par les encadrants sur les postes de travail et formaliser ça à travers des grilles d'évaluation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'était intéressant de repasser par la diversité des situations de travail qui sont offertes à Copagir et sur l'atelier chantier d'insertion Interfringue. Parmi les gens qui nous écoutent, il y a d'autres supports d'activité qui peuvent être très divers. Et petit détour, c'est précisément un des atouts de cette approche Cléa, puisqu'on se situe bien sur des approches, sur des compétences qui sont transversales et finalement qu'on va pouvoir aller identifier, j'allais dire, quel que soit le support d'activité porté par la structure d'insertion. Alors chez nous, c'est les postes que tu as déclinés. Donc, comme dans d'autres structures, sur ces postes-là, effectivement, des grilles de relevé de compétences avaient été élaborées à l'interne, pas forcément en référence à des référentiels précis, mais en référence vraiment à ce qui est attendu en termes de qualité, de productivité, d'organisation, d'aptitude, etc. Et donc, au démarrage de l'expérimentation, dans l'idée effectivement d'aller plus loin dans le repérage, le développement de compétences transversales qui vont pouvoir être rejouées dans la suite de parcours. Donc, au tout début de l'aventure, il y a effectivement comment établir des ponts entre ces grilles internes et puis la grille peut-être plus pour nous à l'interne et au démarrage sans doute plus mystérieuse, le référentiel, le socle de compétences Cléa. Donc là, il y a un travail de pont qui a été fait et qui a permis, partant des grilles à l'interne, de travailler des tableaux avec des correspondances, tout simplement, 106 critères, je crois, Michel, tu me diras si je me trompe, dans le référentiel Cléa. Alors, naturellement, à l'interne, on n'avait pas des grilles qui permettaient de balayer d'emblée 106 critères. Ça aurait été quand même beaucoup trop facile. Néanmoins, on se rend compte que les grilles permettaient de balayer, en tout cas, plus de la moitié des critères qui figurent dans Cléa, une fois que ce travail de translation a été fait. Et il était intéressant à faire parce qu'il a été mené ensemble, aussi bien avec les équipes terrain à Copagir qu'avec l'aide et le soutien, parce que cette expérimentation, c'est aussi une histoire d'un partenariat avec le soutien et le regard extérieur, apporté notamment par Michel Faux et ses équipes, mais aussi par le troisième partenaire qui allait arriver en bout de chaîne et en début de chaîne d'ailleurs. C'est ça le process Cléa sur lequel on reviendra, mais attester du sérieux et de la complétude de notre démarche. Puisque l'expérimentation, je fais peut-être ce petit détour maintenant, elle repose sur tout d'abord une étape d'évaluation des compétences des salariés sur poste de travail conduite par les encadrants techniques.
on l'a vu sur la base de grilles qui existaient, mais pour lesquelles les ponts avec Cléa ont été systématisés. Ça, c'est une première étape qui permet aussi, parce que pour nous, cette expérimentation, elle devait amener à du succès et à de la confiance du côté de nos salariés. Donc, après avoir mesuré où en était chacun par rapport aux attentes de Cléa, il y a des candidatures qu'on a privilégiées et avec lesquelles on a pu constituer un premier groupe, et puis des candidatures pour lesquelles on s'est dit on va attendre encore, encore 6 mois, encore peut-être 1 an, que les personnes soient plus près des objectifs à atteindre. Donc, évaluation sur poste de travail, positionnement des salariés qui étaient susceptibles de ne pas se mettre en difficulté et de rester dans une logique de succès, et puis évaluation par un partenaire externe, un partenaire habilité, en l'occurrence le Greta 39, le Greta du Jura. Donc ça, c'est quelque chose qui ne nous appartenait pas. Là, tout à coup, c'est aller chercher un regard extérieur sur nos pratiques à l'interne, ce qui peut poser des questions, ça oblige, mais ça intimide, ça suppose de se caler, ça veut dire des choses. Donc, évaluation interne, évaluation par l'organisme externe, et puis entrée dans cette seconde étape d'évaluation a permis d'entrer dans le processus Cléa ensuite. Donc, tu l'as évoqué, là, Marie, effectivement, quand on est sur Cléa, Cléa a un processus de certification qui lui est propre, qui est garanti par Certifpro et je veux dire, qui est vérifié dans sa mise en œuvre par les jurys Certifpro, notamment Bourgogne-Franche-Comté. Ce principe de Cléa, très simplement, c'est effectivement, comme tu le disais, évaluer les candidats à la certification Cléa à travers une procédure d'évaluation pour laquelle les organismes sont habilités, et il y a bon nombre d'organismes aujourd'hui qui sont habilités pour réaliser des évaluations Cléa. Et à partir de cette évaluation, déterminer le degré de maîtrise des compétences du référentiel qui sous-tend Cléa, qui est le référentiel du socle, et vérifier si les 7 domaines de compétences du socle sont maîtrisés ou pas. Et on peut dire qu'à l'issue de cette première évaluation préalable, 2 cas de figure, soit il y a effectivement maîtrise de l'ensemble des compétences du socle et on peut proposer la délivrance de la certification aux candidats qui sont passés par cette évaluation, soit on a une maîtrise insuffisante du référentiel, tous les domaines ne sont pas validés, et là, effectivement, ça suppose de passer par la case formation pour développer les compétences qui n'ont pas pu être validées lors de cette évaluation préalable, et donc cela induit que le parcours devra se terminer en bout de course par une évaluation, cette fois-ci finale, pour vérifier que les compétences qui n'avaient pas été validées au début le sont suite au parcours de formation. C'est dans cet esprit-là que vous avez mis en place les parcours Cléa pour les salariés de Copagir. Moi, je voudrais revenir sur le point de jonction que tu as évoqué, c'est-à-dire qu'il y a eu une ingénierie en amont pour établir un lien, une passerelle entre les activités qui composaient les postes de travail et le référentiel du socle, le référentiel de Cléa. Donc, ça veut dire que les encadrants techniques, je reformule, mais tu vas repréciser, les encadrants techniques avaient à leur disposition des grilles d'évaluation qui portaient sur les activités du poste de travail. On n'a pas demandé, me semble-t-il, aux encadrants d'évaluer les compétences du socle directement. On leur a demandé d'évaluer les activités qui étaient celles des salariés sur leur poste de travail, en ayant pris le soin en amont de lier chaque activité aux compétences du socle qui étaient mises en avant, mobilisées sur ces activités. Tu confirmes ? Et donc, est-ce que tu peux nous dire finalement comment, et Sylvie aussi, bien entendu, comment les encadrants se sont emparés de ces outils d'évaluation, et quel est l'intérêt de procéder à cette évaluation sur le poste de travail, de votre point de vue? Alors, comment ils s'en sont emparés? J'allais dire de manière progressive, et ça, c'est peut-être une partie qui est malgré tout un peu fastidieuse.
au début d'une expérimentation comme ça, on a un référentiel dans sa globalité qu'on regarde de loin. Et il n'y a pas 36 façons de se l'approprier et de vérifier que ce qu'on propose finalement correspond à des compétences un peu normées et reconnues, ce qui est tout l'intérêt de la démarche CLEA. Pour arriver à ça, il faut rentrer dans le détail de la mécanique. Donc ça, c'est un partage collectif, un travail collectif, parce que c'est un petit peu ascétique quand même. Mais l'idée, c'est bien, voilà, en face de chaque compétence sur poste, formulée dans les mots de l'entreprise de manière très concrète, aller ligne à ligne, voir ce qui correspond dans un référentiel plus normé. Et ça commence par faire peur et par être un peu lourd, et ça finit par devenir relativement simple. Et puis surtout, ça devient sans fin, c'est-à-dire que au bout d'un moment, ce référentiel CLEA fait moins peur et il est approprié et il conduit les encadrants techniques à se dire « mais mince, mais oui, ça, bien sûr que c'est une compétence socle et moi, je ne l'avais pas mis dans mes grilles, mais dans mes mots à moi, je peux vous le dire, je le vérifiais déjà, on travaillait déjà là-dessus. » Donc, c'est comme ça que les choses se font. C'est un travail de fourmi. À un moment, il faut vraiment mettre les yeux dans les lignes une à une et dans les critères un à un, pas pour aller les chercher de façon factice les 106. S'il y a une offre aussi de formation à l'interne, c'est bien parce que sur certaines compétences, les encadrants techniques n'interviennent pas et ne seront pas amenés à court terme à intervenir. Hein. Donc, voilà comment s'est fait ce travail d'appariement qui a permis aux encadrants techniques, au bout du compte, d'arriver sur des grilles dont, sincèrement, ils disent tous qu'ils sont très satisfaits parce qu'elles ont quelque chose de plus objectivé, de plus complet, de plus quelque chose aussi qui légitime ce que les encadrants techniques formulaient avec leurs mots, mais sans forcément avoir en tête que finalement ça avait de l'allure et que ça pouvait correspondre à des exigences normées et reconnues. Hein. Donc après l'utilisation de ces grilles sur les postes, c'est des évaluations qui ont été conduites en 1 heure, 1 heure et demie. Généralement, systématiquement, les encadrants techniques proposaient aux salariés eux-mêmes de s'auto-positionner sur chacune de ces lignes de compétences qui apparaissaient, et puis arriver dans un deuxième temps avec leur lecture à eux, ce qui peut aussi donner lieu à des échanges, et puis qui est intéressant dans la démarche. Donc voilà comment ça a fonctionné, sachant qu'entre les grilles initiales qui existaient à l'interne et puis les grilles qui ont été utilisées au début de l'expérimentation, sur la partie déclinée par les encadrants techniques depuis toujours, il n'y a pas eu d'évolution majeure. Peut-être qu'il y a quelques formulations qui ont pu… vous savez, par rapport à ça, je trouve que CLEA est aussi très aidant. Quand on est sur la formulation à la mode, les fameuses soft skills, ou ces aptitudes qu'on attend, mais qui sont peut-être plus difficiles à définir. CLEA est très aidant parce qu'il propose des formulations qui permettent de ne pas être mal à l'aise, qui permettent d'assumer ce qu'on va évaluer, de le partager à l'externe et avec le salarié. C'est tout bête, mais parfois les termes ne sont pas si faciles à trouver. Donc voilà un peu comment… Merci Marie pour ces précisions. Moi, j'aurais une question presque aussi pour Sylvie, en tant que responsable de la structure, parce qu'on le voit que derrière, il y a de l'investissement finalement. Hein. Ce que vient de décrire Marie, c'est finalement l'investissement en amont au niveau des équipes, des encadrants, qui, me semble-t-il, tu me dis si je me trompe, sont aussi confrontés à des impératifs de production. Voilà, l'activité, elle doit tourner. Et donc, à un moment donné, on les sollicite pour quelque chose qui n'est pas forcément toujours très compatible avec cet impératif de production. Ça suppose de s'arrêter, de prendre du temps et de décrire ce que vient de dire Marie précisément, de quoi sont faits les postes de travail, le lien entre les activités du poste et les compétences du socle. Est-ce que tu peux revenir sur cet investissement et finalement, quel est l'intérêt derrière de faire cet investissement en temps et en énergie au niveau des encadrants pour que ça serve après le parcours d'insertion des salariés? En gros, c'est dans cette opération que Marie a appelée recherche-action, qui était expérimentale. On n'a pas le temps là ce matin de refaire toute l'histoire, mais c'est au cœur quand même. Enfin, il y a une antériorité. Et je crois qu'on est
avec le personnel permanent, parce qu'il était intégré aussi quand même l'accompagnement socio-professionnel et puis un temps de formatrice en interne. Il faut quand même le préciser. Ce qui veut dire que sur cette base-là, on sentait bien qu'il y avait à la fois, il y avait des choses, il y avait de l'envie déjà, ça c'est quand même une des conditions. Hein, il faut pouvoir embarquer aussi une équipe. Il faut trouver un mode d'organisation qui permette de réguler non seulement le temps où on détache les salariés en parcours sur des parties de formation, très clairement, mais aussi sur les temps d'évaluation. Et puis, il faut donner du temps aussi aux encadrants techniques pour penser leurs pratiques, ou repenser leurs pratiques, ou interroger leurs pratiques. Donc, en réalité, nous, la base de départ, c'est beaucoup d'envie, déjà une façon de faire sur quelques pratiques de relevé, moi je ne parle pas d'évaluation, de relevé de compétences, un travail autour des enjeux, des notions de livret professionnel, de passeport professionnel, mais qui n'avait jamais été aussi loin que sur la volonté de rechercher à la fois de la reconnaissance et de la certification. Là, ça embarque beaucoup plus loin. Mais n'empêche que les étapes précédentes sont indispensables. Elles sont même un peu j'allais dire, moi, quelques conditions préalables. Partir avec une équipe qui n'a jamais réfléchi à tout ça, ça me paraîtrait assez compliqué. Par contre, la plus-value que ça apporte, en tous les cas, là, au stade où on en est, hein, on n'est pas totalement encore en retour d'expérience, mais quand même, pour échanger avec cette équipe-là assez régulièrement, moi, je relève deux choses. C'est que ça redonne une dimension à la fonction encadrant technique. Et surtout, ça lui donne du sens dans des organisations qui sont quand même assez atypiques, quoi, assez spécifiques dans le chantier. Hein. Donc, ce n'est pas seulement des encadrants qui sont là pour la production, avec des gens pour qui c'est plus compliqué d'envisager de les remettre au travail, parce que la réalité, c'est ça. Ça leur donne quand même une dimension, j'allais dire presque, moi je dirais presque un peu pédagogique quand même aussi, ou en tous les cas, où la dimension apprenante, là, ils peuvent effectivement la faire valoir. Et moi, j'insiste beaucoup avec cette équipe-là sur le fait que la plus-value, c'est ça pour les personnes. Alors, il s'avère qu'en parallèle, on avait engagé un travail de formation des personnels permanents d'Interfringue, donc en particulier les encadrants techniques, sur justement un plan assez important, un investissement assez important pour que ces personnels puissent découvrir à la fois la dimension apprenante, mais aussi la formation en situation de travail. Et Cléa est venue en expérimentation s'insérer dans ce processus de formation des personnels permanents du chantier et du coup a utilisé Cléa comme un modèle de formation en situation de travail. Donc ça, c'est un petit peu, en tous les cas pour nous, la cerise sur le gâteau, c'était pas attendu et c'était pas non plus négocié avec la FAD, mais ça a été un élément indispensable en termes de dimension, de démonstration finalement. Et là, pour le coup, par la preuve, hein, parce qu'à l'arrivée, il y a quand même le nombre de personnes qui passent la certification, qui l'obtiennent ou qui ne l'obtiennent pas. Voilà, alors, je pense qu'en tant qu'employeur, il faut vraiment évaluer le temps qu'on donne et prendre en compte, bien évidemment, toutes les dimensions de l'organisation. Je peux vous dire qu'on n'a pas été parfait sur ce sujet-là, hein, évidemment. Mais c'est aussi une question de priorité. À un moment donné, on dit on y va. Forcément, il faut prendre le chausse-pied parce qu'il y a plein de trucs en même temps. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que ça rentre dans la chaussure. Puis des fois, il y a des cailloux dans la chaussure, en plein pendant l'expérimentation. Mais bon, il faut se débrouiller, il faut déchausser, il faut enlever les cailloux, il faut se rechausser. Mais franchement,
moi, aujourd'hui, j'ai plutôt une équipe qui est tirée par le haut avec cette expérimentation-là. À la fois avec sa formation qu'on avait engagée avec l'AFPA, mais aussi parce qu'on les a tous vus en entretien individuel. Et puis, on n'a pas encore fait tout à fait le point en collectif sur la formation AFPA, mais on va faire un bilan. Mais effectivement, j'ai des personnels qui sont tirés par le haut. Ça, j'insiste vachement là-dessus. Et puis, je pourrais peut-être réintervenir après, Michel, mais on verra, sur la nécessité, nous, en retour d'expérience, hein, de poser peut-être des cadres plus sécurisés qui ne l'ont été, alors pour les apprenants, mais aussi pour les encadrants, qui ne l'ont été parce qu'on n'avait pas forcément tout anticipé, tout programmé. Dernier point, ça nécessite un certain nombre d'ingrédients. Je pense que nous, on avait peut-être pas mal d'ingrédients, mais on n'avait pas la recette en fait. Et la recette, c'est ce que dit Marie, c'est le référentiel Cléa. C'est une méthodologie, c'est voilà, des choses extrêmement identifiées et puis le regard extérieur. C'est-à-dire ne pas avoir peur de se soumettre effectivement dans une articulation avec d'autres partenaires acteurs de l'information comme le Greta du Jura et puis Certif Pro prochainement, à un regard qui est aussi un regard évaluateur, mais qui peut être un regard évaluateur positif. Enfin, il faut qu'on y aille sécurisé là-dedans. Donc, voilà. Mais je pourrais revenir un peu sur les ingrédients qui nous ont aussi permis de réaliser complètement l'expérimentation. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on continue à dérouler le fil de notre parcours. Donc, si on se résume, finalement, avant de lancer l'expérimentation, il y avait déjà eu un chantier ouvert par Copagir autour d'une formalisation, finalement, hein, des activités, une forme de GPEC interne pour identifier très précisément de quoi étaient faits les postes de travail, quelles étaient les activités qui les constituaient et les compétences attendues sur ces postes de travail par rapport aux salariés qui les occupaient. Donc ça, c'est, on va dire, l'amont. Ensuite, il y a une jonction qui se fait avec Léa, puisque tout le travail qui avait déjà été initié a permis d'articuler les activités des postes de travail qui avaient été formalisés avec le référentiel des compétences du socle, hein, et faire constituer donc ce premier outil très opérationnel qu'ont pu être les relevés de compétences ou grilles d'évaluation utilisées par les encadrants techniques pour mesurer le degré de mise en œuvre des compétences de Cléa sur les postes de travail par les salariés sur ces postes de travail. Ça, c'était la première étape du parcours. Et puis, deuxième étape, tu l'as évoqué tout à l'heure, Marie, tout de suite après, une évaluation, donc au sens certification Cléa, réalisée par un organisme habilité à faire ces évaluations Cléa, en l'occurrence, c'était le Greta 39. À ce moment-là, l'évaluateur, qu'est-ce qu'il récupère pour son évaluation, hein, ces grilles d'évaluation, est-ce qu'elles lui sont communiquées et est-ce que c'est des éléments sur lesquels il va pouvoir s'appuyer? Marie, peut-être. Hein. Alors oui, absolument. Alors lui, contrairement aux encadrants techniques, je me mets à sa place, contrairement aux encadrants techniques, lui, il a effectivement un référentiel complet, hein, et sans 6 critères comme cible. Et puis, il reçoit de la part, en l'occurrence de l'atelier chantier d'insertion interfringue, des grilles de relevé de compétences avec des correspondances. Et donc, eh ben, il fait le joint entre les deux. Et finalement, la première chose qu'on attendait, c'était de voir quel était le gap. Hein, est-ce qu'il était énorme, moyen, anecdotique? Alors déjà, ce gap, il est variable selon le niveau évalué de la personne à l'entrée, pas tellement son niveau, mais en tous les cas, selon les compétences qu'on a pu aller valider chez tel et tel salarié embarqué dans l'expérimentation. Hein. Donc des niveaux variables, et nous on l'a vu hein, sur nos 12 stagiaires. On a débuté l'expérimentation en septembre dernier, elle se termine là. On a eu 6 premières salariés
qui ont pu passer la certification il y a déjà 2 mois, et puis on en a 6 autres pour lesquels la question de la certification se joue maintenant. Donc l'évaluateur, ce qu'il va chercher, c'est ça, c'est le niveau de correspondance entre les attendus à terme pour obtenir l'assertif et puis ce dont on peut attester aujourd'hui à l'interne. Ce qui suppose aussi, quand on dit la démarche de travail avec un organisme externe, elle oblige, elle peut intimider, etc. Mais c'est ce qui a été intéressant dans cette expérimentation, c'est qu'on a mené toute une série de journées de travail qu'on appelait nos journées d'ingénierie partagée, et plusieurs fois on a associé l'évaluateur CLEA pour que nos logiques soient partagées, pour qu'un évaluateur externe connaisse la réalité du travail dans une structure d'insertion, avec ses contraintes, avec voilà. Donc mieux se connaître, c'était pour nous aller vers les exigences de CLEA, mais ça a aussi été pour nos partenaires de mieux comprendre ce qui se joue chez nous, ce qu'on propose et comment on le propose. Là, c'est aussi un élément qu'il faut qu'on mette dans un petit coin de notre tête dans l'expérimentation, c'est la nécessité d'embarquer un travail d'animation de l'équipe, puisque tout ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, on voit bien qu'il y a, et on le voit là en l'occurrence dans ce passage de relais entre le travail d'évaluation sur poste de travail des encadrants et le travail de l'évaluateur au sens certification CLEA, il y a ces éléments qui transitent. Ça, ce que tu viens de dire, Marie, c'est que ça nécessite aussi qu'il y ait une cohérence au niveau de l'équipe. Et on pourrait élargir ça au rôle de l'ASP et au rôle de la formatrice. Il faut qu'il y ait un langage partagé et puis une cohérence d'ensemble du dispositif partagé par l'ensemble des acteurs qui vont intervenir à des moments différents du parcours des salariés. Alors, on s'est beaucoup centré effectivement sur ce que, dans cette grille de départ, ont pu apporter les encadrants techniques. On va y venir, parce que finalement, évaluation sur poste et puis évaluation externe des Greta, ça n'est que le début de l'histoire, ça ne s'arrête pas là. Ces grilles au démarrage, elles ont aussi pu être enrichies par un profil clé dans l'histoire qui est le profil de l'accompagnatrice socio-professionnelle. Elle aussi, elle permet de développer des compétences auprès des salariés. Donc, elle peut aussi apporter un regard sur où en est le salarié, sur sa capacité à se projeter dans son parcours, d'autonomie il a dans la rédaction de certaines choses, etc. Donc, ça vient aussi enrichir. Alors, à ce moment-là, et encore plus par la suite, donc il faudra bien qu'on revienne sur ces autres participants. Donc, tu as raison, surtout que le temps passe et il faut qu'on déroule tout notre parcours. On leur dit une ingénierie en amont, une évaluation sur poste de travail, une évaluation préalable réalisée par un organisme évaluateur. Et donc, à partir de là, un parcours de formation qui est proposé, qui alterne des temps, tu pourras peut-être l'expliquer, des temps de formation, on va dire au sens formel du terme, avec donc une formatrice qui va reprendre les compétences qui n'ont pas pu être validées lors de l'évaluation préalable et les retravailler, on va dire, en situation de formation formelle. Des temps sur les postes de travail où là, les encadrants ont plutôt un rôle de tuteur. Ils vont vérifier que finalement, il y a une progression qui s'opère dans la maîtrise des compétences et le réinvestissement, la mise en œuvre des compétences du socle sur le poste de travail en fonction des activités qui sont les leurs. Et puis, une accompagnatrice qui intervient à la fois sur l'aspect formation, puisqu'il y a un certain nombre de compétences, notamment celle du domaine 6 qui tourne autour du projet professionnel, du projet d'insertion. Donc, elle va pouvoir travailler spécifiquement avec eux. Et puis, en même temps, un accompagnement sur, finalement, qu'est-ce qui se passe du côté du salarié, comment les choses avancent, comment les choses évoluent, et si effectivement, il y a une progression entre le début du parcours et la fin prévisible du parcours qui se reterminera par une évaluation finale. Donc, tu peux peut-être reporter un petit éclairage sur cette partie parcours, intégrer alternance entre le poste de travail et des temps de formation, puis peut-être le quantifier simplement, dire le nombre de temps que ça a mobilisé. Oui, alors les parcours, ils ont été pensés sur une durée moyenne de 100 heures. Sur cette durée moyenne de 100 heures, on avait une soixantaine d'heures qui relevaient de formation, remédiation. Et puis les autres heures se sont partagées entre du tutorat sur temps de travail et puis de l'accompagnement socio-professionnel. Alors j'insiste là-dessus,
pas l'accompagnement socio-professionnel traditionnel que nous menons dans toutes les structures d'insertion, un accompagnement spécifique lié au projet de formation et puis à l'objectif de réussite. Donc, un regard porté une fois par mois sur le parcours des personnes, les freins, les difficultés, et puis une plus-value aussi apportée par l'accompagnatrice socio-pro ou la chargée d'insertion, on ne dit pas tous pareil, mais sur justement, tu le disais, approche intérêt, mais intégrer sur la cohérence de toutes ces approches, parce qu'il y a des moments où c'est avec un coup de pouce en formation-remédiation qu'on va voir la différence sur le poste. C'est à un moment, c'est la capacité à envoyer ou recevoir un mail. L'exemple n'est peut-être pas excellent, mais pour sur le poste pouvoir être efficient, parce qu'à un moment, ça c'est incontournable et que l'encadrant technique n'a pas forcément le temps d'aller sur ces acquis présupposés. Donc voilà, donc toute cette partie-là, c'est une partie qui est très croisée. Et celle-là, Sylvie a insisté dessus tout à l'heure, mais elle suppose vraiment du temps. Quand on part sur cette expérimentation, si on ne balise que le temps qu'il faudra pour évaluer sur poste, et puis les quelques heures de tutorat pour s'assurer que ça avance, et puis le temps qu'il faudra à la fin pour réévaluer sur poste, parce que passer 4 ou 6 mois, l'idée, c'est quand même bien de voir si on a pu avancer. Si on se balise sur ce temps très opérationnel, finalement, ça ne suffit pas du tout. Il faut un temps partagé, ou pas d'ailleurs à des moments, mais vraiment d'assimilation, d'ajustement. C'est vraiment un des gros enseignements qu'on retire. Le besoin à un moment que la démarche soit coordonnée, parce que comme elle est plurivoque et qu'elle suppose que les violences soient accordés, mais ça ne se fait pas par l'envoi de mail en 5 minutes. Ça suppose à des moments d'être autour de la table, de se poser et de réfléchir à ce qui bloque, à ce qui coince. Et notamment, et je profite pour y revenir parce que les structures d'insertion, ce sont des entreprises avec des contraintes liées à la production, avec des clients, des camions qui arrivent, des machines qui bloquent. Donc ça, il faut vraiment, vraiment, je pense qu'on a toujours, et même moi qui m'étais promis de m'en prémunir, je pense que je l'ai sous-estimé. C'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer. Donc, si on résume tout ce qu'on vient de se dire sur la mise en œuvre du parcours, puis après on gardera peut-être un petit temps pour les enseignements et les plus-values qui peuvent aujourd'hui se dégager à la fois pour la structure Copagir et puis pour les salariés qui ont bénéficié des parcours de formation. Si on se résume sur cette ingénierie de parcours, on va dire que quelques conditions de réussite finalement se dégagent. La première, c'est qu'il y a un investissement finalement sur les postes de travail, sur la formalisation. On pourrait dire ce qui est, sans rentrer dans le jargon, mais ce qui relève d'une forme de didactique professionnelle, c'est-à-dire quelles sont les compétences qui sont mobilisées sur les postes de travail et que ça soit formalisé pour que ça devienne des outils qui servent à tout le monde. Il y a ce travail donc d'ingénierie en amont. Il y a un parcours qui mobilise finalement plusieurs profils de compétences, on l'a vu, à la fois des encadrants qui changent un peu de posture puisqu'ils deviennent tuteurs et évaluateurs sur le poste de travail. Donc, d'une certaine manière, ils intègrent la fonction formation dans leur pratique professionnelle. Des accompagnateurs, un accompagnateur ou une accompagnatrice qui, au-delà de l'accompagnement sur le projet d'insertion, intègre la progression autour de la maîtrise des compétences du socle et accompagne aussi les salariés par rapport à ça. Donc, joue son rôle aussi dans la dimension formation, et puis une fonction formation qui était intégrée, mais qui est mise au service des compétences, de la remédiation sur les compétences qui sont a priori insuffisamment maîtrisées au vu d'une évaluation préalable qui a été réalisée. Et puis donc, de manière un peu externe, un évaluateur qui, lui, fait le lien entre les éléments qui lui sont remontés par les encadrants techniques à partir des postes de l'évaluation sur les postes de travail et qui intègre ça dans son processus d'évaluation comme un élément de preuve, en disant, mais finalement, si la personne a pu mettre en œuvre ses compétences sur le poste de travail, c'est que quelque part, elle les détient. Et donc, moi, j'intègre ça dans mon processus d'évaluation et je reconnais qu'un tuteur en entreprise a observé que ses compétences étaient maîtrisées. Ça, c'est tout le process finalement de formation et de parcours qui a été mis en place. Donc, on voit qu'il y a toute une articulation et en même temps un travail d'ingénierie qui est quand même assez conséquent.
Alors, maintenant, à ce stade-là, donc tu l'as dit, je le rappelle, 12 salariés qui ont bénéficié de ce parcours de formation, 6 qui ont déjà bénéficié de l'obtention de la certification, qui ont obtenu la certification CLEA donc au mois de mars, hein, lors d'un jury qui s'est déroulé au mois de mars, et puis les 6 autres qui vont être présentés au jury là, pour le mois de mai. Si on tire quelques enseignements en termes de plus-value, alors cette fois-ci pour les salariés, hein, on a pas mal parlé de l'intérêt pour la structure, hein, cette dimension qu'a évoquée Sylvie, d'entreprise apprenante, d'investissement sur la partie formation, d'intégration du process de formation dans le process de production. Bon, voilà. Mais pour les salariés elles-mêmes, alors je crois il y a un travail de retour d'expérience qui est en train d'être formalisé sous la forme d'une vidéo qui a donné la parole aux protagonistes de cette expérimentation. Et puis, il y aura un guide méthodologique qui déroulera toutes les étapes qu'on vient d'évoquer et les outils utilisés. Mais à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut dire du bénéfice et de la plus-value pour les salariés elles-mêmes? Moi, je veux bien pointer 2 choses, sachant que ça n'est pas exhaustif et qu'effectivement, on n'est pas encore totalement en retour d'expérience sur comment les personnes qui ont participé à cette expérimentation, elles font un retour là-dessus, hein. Mais en tous les cas, on peut pointer 2 choses. La première qui revient souvent, c'est que ça a redonné l'envie d'apprendre. Et peut-être même plus que l'envie d'apprendre, une méthode pour apprendre à apprendre. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui revient souvent sur les formations de base, qui peut être même presque tarte à la crème souvent. Et pour le coup, là, dans la façon dont ça a été animé, positionné, le fait d'avoir sécurisé l'environnement des apprentissages et d'être sur vraiment une pédagogie de la réussite, hein, parce que c'est ça qui était visé, hein, pas question d'avoir des gens qui échouent gravement, quoi, hein, d'accord. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut tenir compte du rythme d'apprentissage des personnes, voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Et ô combien c'est indispensable. La deuxième chose, c'est l'utilisation, ou en tous les cas, mais ça, je pense qu'il faudra qu'on fasse vraiment un travail d'observation là-dessus. C'est comment on réutilise ça pour accéder au dispositif de qualification. Alors, il y a le DAC qui a été évoqué, hein, le dispositif d'accès à la qualification, mais c'est comment préparer des salariés en parcours d'insertion à envisager effectivement des étapes plus importantes sur l'apprentissage ou l'investissement dans des formations qualifiantes cette fois-ci. Et là, par exemple, quelque chose qu'on peut relever, qui est intéressant pour moi, qui ne relève pas seulement de l'expérimentation CLEA non plus, hein, mais qui est en jeu, quand on est sur un poste, par exemple, de vendeuse en boutique, et que si on fait juste occuper le poste et puis apprendre sur le poste, évidemment, avec une vendeuse qui est responsable de la boutique, bien sûr qu'il se passe des choses. Mais imaginez la plus-value avec cette reconnaissance, cet investissement dans CLEA, dans ses savoirs et ses compétences transversales pour entrer en qualification vente. Là, ça devient totalement pertinent, quoi. Donc, nous, ça, on le pressentait, on l'appréhendait déjà. Mais là, je pense qu'en termes de plus-value pour le parcours intégré et la suite du parcours, c'est-à-dire pas se contenter de réfléchir à ce qui se passe pendant le contrat de travail à durée déterminée d'insertion, mais envisager et se projeter dans l'avenir. Là, il y a pas seulement de la plus-value, mais il y a une vraie pertinence. Alors, bien sûr que c'est encore une autre dimension à investir, ça, travailler avec les branches professionnelles, travailler sur la base de CLEA, comment derrière on peut aussi aller un petit peu plus loin pour encore mieux préparer et
presque une étape de préqualification au dispositif de qualification, quoi. Mais il y a encore du chemin à faire. Donc, si j'entends bien ce que tu viens d'évoquer, Sylvie, c'est que à la fois le parcours a permis à des salariés peut-être de prendre conscience finalement des compétences qu'elles mobilisaient sur le poste de travail, et donc en prenant conscience peut-être de les valoriser dans la suite de leur parcours d'insertion. Le travail qui reste peut-être à faire, et le chantier qui reste à conduire, et peut-être l'intérêt aussi de multiplier ce type d'expérimentation sur ce champ de l'insertion par l'activité économique, c'est la question du transfert. C'est le cap qu'il y a entre les postes de travail occupés dans les entreprises d'insertion par l'activité économique, et puis les attendus sur des postes de travail peut-être proches, mais dans un environnement, on va dire, de droit commun, hein, où peut-être les environnements de travail changent, où le niveau d'exigence n'est pas tout à fait identique. Donc, la question, ce sera de savoir dans quelle mesure on peut aussi préparer, à travers ce parcours CLEA, le parcours d'insertion sur des postes similaires ou voisins, avec le degré d'exigence des entreprises qui vont recruter, et qui est bien évidemment pas tout à fait le même degré d'exigence que celui qu'on a sur des entreprises d'insertion par l'activité économique. La nature des postes de travail étant différente par essence. Donc, il me semble que il y a dans ce que tu viens de dire, là, il y a deux dimensions qui sont importantes. Cette prise de conscience comme moteur finalement d'une insertion à partir du moment où les gens sont au clair sur les compétences qu'ils peuvent détenir, et puis le côté après transfert soit dans le cas d'une qualification, soit directement si on est sur une insertion directe sur des postes de travail dans un environnement d'entreprise de droit commun. Ça, si je peux, il y a la conscientisation par les salariés elles-mêmes. Il y a, et il faut le redire encore une fois, hein, il y a une réelle satisfaction, légitimation, fierté, parce qu'au bout du compte, c'est un certificat reconnu, interprofessionnel, et ça compte. C'est pas juste une grille interne, c'est pas un encadrement technique qui voilà, hein, c'est quelque chose d'officiel. Ça, c'est vraiment, vraiment important. D'ailleurs, les notifications sont reçues par mail, hein, lorsque le jury Certif Pro valide, et 3 salariés déjà m'ont dit, mais on va recevoir un vrai parchemin. Je pense qu'il y a une dimension, pour certaines, c'est le premier diplôme qu'elles décrochent dans leur vie, et ça, c'est vraiment, vraiment pas négligeable. Et du coup, cet atout et ce que ça a pu poser pour les salariés concernés, ça a en parallèle aussi un réel atout pour ce que peut conduire Social Act à son échelle, mais pour ce qui est conduit en partenariat avec la structure d'insertion, parce que ça permet aussi d'y voir plus clair dans la stratégie formation de cette structure. Nous, dans nos échanges aujourd'hui, c'est quelque chose, il me semble, qui commence à se dessiner mieux en se disant, alors ok, compétences transversales, ça serait un objectif pour garantir un socle pour accéder à de la formation ou à de l'emploi. Et du coup, puisque ça, c'est tellement cohérent sur le champ de l'insertion, ok, mais alors, en amont de CLEA, qu'est-ce qui peut manquer? Et du coup, les choses s'organisent. En amont de CLEA, ce qui bloque généralement, c'est quand le niveau en français n'est pas là. Hein. Et du coup, c'est aussi toute la structuration de l'offre qui devient plus claire. En amont, souvent avec des compétences langagières. Alors, soit FLE, soit des logiques d'illettrisme ou d'autres logiques. On n'est pas que sur des publics de langue maternelle étrangère. Et puis après, on aurait ces compétences transversales. Et du coup, on se dit, ah, mais alors, et ce n'est pas une histoire d'effet de mode, mais si la FEST, au travers de modules plus resserrés, nous permet d'aller un peu sur nos compétences métiers, parce que peut-être parmi nos publics, certains auront envie d'aller vers des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on offre, d'autres pas. Et peut-être pour eux, alors, ces modules ne feront pas forcément sens. Mais du coup, c'est aussi toute la stratégie formation qui tout à coup se dessine un petit peu, ou en tout cas se pose plus clairement. Tout était pressenti, mais arrivait peut-être un petit peu de façon plus confuse. Bien, donc ça veut dire qu'il y a à la fois
une expérimentation, on voit un début de retour d'expérience et puis il y a déjà des prolongements qui se dessinent. Et ce que tu viens d'évoquer avec cette question de l'action de formation en situation de travail est certainement un des leviers aussi pour peut-être répondre à la préoccupation qui était évoquée par Sylvie, c'est-à-dire voilà, le cap qu'il peut y avoir entre le poste de travail qui est proposé au sein d'une entreprise d'insertion par l'activité économique et le poste de travail tel qu'on peut le retrouver avec des exigences sur des entreprises de droit commun. Donc là, il y a certainement à réfléchir sur ce côté palier de mise en œuvre de la compétence et la FES peut être un élément de réponse. Je vois, le temps passe et puis donc Françoise Bertrand nous quitte. Peut-être avant de peut-être laisser la parole à quelques questions ou remarques de la part de ceux qui ont participé, il ne faudrait pas oublier de dire quand même, de mentionner que cette expérimentation, elle a bénéficié du soutien financier de l'OPCO Santé pour la partie formation, évaluation, et puis de la Directe pour la partie ingénierie. Voilà, et que c'est aussi des conditions de déroulement et de réalisation à partir du moment où il y a le nerf de la guerre qui suit également pour financer tout ça. Et puis peut-être aussi dernier élément d'information, comme on l'a évoqué, bientôt sera disponible, et là Copagir peut-être assurera une information là-dessus, notamment peut-être dans le cadre du pôle de ressources IAE. Il y a à la fois une vidéo qui va être disponible qui donne la parole aux différents acteurs. L'idée c'était d'avoir l'expression des bénéficiaires de la formation et de l'équipe qui a été mobilisée pour comprendre un petit peu comment tout ça a été vécu et qu'est-ce que ça a donné. Et puis, un guide méthodologique qui reprendra encore une fois les étapes du parcours et les outils qui ont été utilisés à chaque étape. Ça, pour les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est vraiment important parce qu'il y avait toute la dimension objectif à terme qu'on a reposé, stratégie, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que moi j'aime bien être ancrée sur le terrain dans l'expérimentation telle qu'on l'a conduite, c'est on a eu une approche vraiment un peu systématique, alors pas forcément toujours a priori ultra enthousiasmante, mais sur chacune des étapes, de se dire qui fait quoi, à quel moment, avec quels outils. Parce que dans nos mondes, on peut discuter beaucoup sur la compétence, l'intercomplémentarité, le acquis, le non-acquis, etc. Mais au milieu de tous ces débats riches et nécessaires, on avait quand même fait le choix ensemble, au moment de construire l'expérimentation, de se dire on jalonne de façon vraiment structurée, systématique. Et à chaque fois, on a un outil et on sait qui, alors, à quel moment fait quoi. Ça, je pense que c'est un livrable qui sera intéressant. Et je pense que, voilà, souvent, quand on aborde des projets nouveaux comme ça peut être un peu le risque de partir dans une nébuleuse. Là, on était quand même en mode très, soyons opérationnels et structurés. C'est bien de préciser, Marie. Bon, si certains souhaitent peut-être poser des questions, réagir, partager des remarques, c'est le moment et le micro est ouvert. Vous avez la possibilité de vous exprimer. Je vois Corinne, peut-être, oui. Donc, moi, je trouve génial que vous soyez arrivés au bout, quoi. On a déjà échangé sur ces questions-là et c'est vrai que nous, on est toujours en train de se questionner. On est en train aussi de restructurer un petit peu le pôle insertion puisqu'on grandit. Donc, voilà. Et moi, je trouve génial d'avoir votre retour d'expérience puisqu'en fait, j'essaye de voir un petit peu les expériences qui se passent ici ou là pour voir comment nous, on pourrait travailler en interne. Après, c'est vrai qu'on a cette idée depuis quelques temps de mettre en place quelque chose, mais comme vous le disiez si bien, ça fait peur aussi en termes de temps parce que ça mobilise tout le monde et à un moment donné, ça mobilise la production et comme vous le dites, il y a toujours des impératifs, des soucis. Ça mobilise aussi le service social qui a ses impératifs et ses outils. Là, en ce moment, nous, on se bat pour recruter, donc on est sur d'autres urgences. Et moi, ce que j'en retire vraiment et ce qui me fait plaisir, c'est que s'il n'y a pas un marqueur fort qui dit on y va et on déploie et on tâtonne et tant pis, mais au moins on avance et c'est inscrit dans tous les services puisque nous, on est quand même structurés maintenant de manière
avec des services, on grandit, ça va être compliqué. Donc moi, voilà, je suis contente d'avoir votre retour d'expérience et de prendre tout ça. Et j'attends vraiment la petite vidéo et le guide méthodologique, si on peut l'utiliser, parce que je pense que ça fait peur et que moi, je suis issue du monde de la formation, donc quand on parle de tout ça, ça me parle. Mais c'est vrai que quand on parle de ça, des encadrants techniques ou même à des ASP, ça effraie un petit peu. Parce que qui dit monde de la formation, dit monde ultra balisé, dit évaluation, dit voilà, chose un peu inaccessible. Et finalement, moi, ça me fait plaisir d'entendre ce retour d'expérience, puisque ça a été possible avec ces différents acteurs. Et je partage, Sylvie, ce que vous dites. Je suis convaincue que ça donne des ailes et des élans. Et ça valorise le travail autrement des encadrants. Et chez nous, moi, je travaille beaucoup avec un encadrant. On a fait des évaluations pour évaluer des permanents qui sont rentrés il n'y a pas très longtemps dans l'entreprise. Et ces évaluations, c'était des évaluations qu'on a appelées, nous, voilà, on a utilisé ce terme formative. Le but, c'était de leur permettre de se rendre compte où ils en sont. Parce qu'en fait, on considère que quelqu'un qui est permanent, qui rentre chez nous en CDI, il va se former sur le tas. Mais finalement, l'évaluation, c'est quelque chose qui est rassurant et qui n'est pas une sanction et qui permet de compléter ce qui manque et ça rassure dans le processus d'intégration d'un salarié. Et on est vraiment sur ces champs-là et l'encadrant qui a travaillé là-dessus a trouvé l'outil intéressant parce qu'après, il peut l'exploiter, ça le rassure aussi et je crois qu'il faut qu'on passe du tutorat, de l'encadrement vers la formation parce que c'est vraiment quelque chose qui rassure aussi, justement parce que c'est balisé et structuré. Moi, je le ressens comme ça. Après, on a beaucoup insisté, mais le temps dédié, il est indispensable. Il n'est pas non plus... il s'agit de l'anticiper et de le glisser dans les contraintes. Mais on ne suggère pas non plus. Voyez-nous, un autre écueil que je voulais vraiment qu'on évite, mais on était tous d'accord là-dessus, parce que c'est souvent un peu le risque dans les approches un peu remises à niveau compétences transversales, c'était de partir sur des parcours de 6 mois, 8 mois, 1 an et quart, voilà. Et là, 4 mois, 6, 7 mois, 100 heures. Alors, bien sûr, ça nous a un peu... mais c'était aussi cette idée de se dire, voilà, on avance d'une manière qui soit quand même envisageable. On ne part pas dans des choses sans fin. Ah oui. Ça, je pense que c'était important pour ne pas s'essouffler, pour tenir le cap. Oui, ce n'est pas des centaines d'heures, mais les quelques heures nécessaires, il faut vraiment les anticiper et les coincer et les caler. Moi, ma question, puisqu'on réfléchit là-dessus et que, voilà, moi, je suis toujours sur le poste de conseillère insertion pour le moment, ma question, c'est par rapport au savoir en français et en maths. Comment vous avez pu travailler ces questions-là? Parce que souvent, par rapport au choix de CLEA, c'est un petit peu ce qui rebute. Quand sur les postes de travail, justement, on n'utilise pas trop les maths et le français. Donc, alors ça a été l'apport de la formatrice à l'interne, mais un apport, alors ça non plus, on ne peut pas tout balayer parce qu'on pourrait en parler des heures. Ouais. L'approche de la formatrice à l'interne, oui. Très souvent aussi sur des supports et des approches qui n'étaient pas celles qu'elle utilisait avant, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la formation, j'allais dire à l'ancienne papier-crayon, pour être mieux. C'est quand même vachement plus sympa si en formation, une approche mise en situation. L'accompagnatrice socio-pro aussi a proposé des temps de mise en situation, la formatrice, c'est-à-dire, en repasser par des fondamentaux, en maths et en français, mais en connectant très fort à la situation de travail, à des supports authentiques qui ont été récupérés dans les différents ateliers, etc. Donc, on ne soit pas sur deux approches complètement en mode grand écart. On essayait finalement, et même en formation, finalement, on essayait d'être sur des exercices qui ressemblent à ce qui se joue exactement sur le poste de travail. Et puis, à des moments, il y a des détours sur, oui, comment je pose ma multiplication. On ne va pas tourner autour du pot. Malgré tout, à des moments, il faut revenir sur du basique, bien sûr. Mais oui, cette dimension-là, alors quelquefois, sur certaines activités, l'encadrement technique pouvait apporter un petit plus. Mais quand on était en limite de ce côté-là, souvent pour des contraintes liées à l'organisation, la plus-value, c'était la formation apportée à l'interne. Et même aller sur certains axes chercher du soutien à l'externe, par exemple, pour ce qui portait sur
sécurité, gestes et postures. C'est des choses qu'on pourrait redéployer à l'interne, qui ont existé. Aujourd'hui, on n'avait plus la compétence. Pour ça, on est allé chercher un partenaire formateur à l'externe. Donc, c'est des réponses, voilà, en face de chaque compétence attendue, à chaque fois se dire comment, dans quelles conditions et à qui je peux apporter la maîtrise de cette compétence. Ok, très bien. Merci, Merci Corinne pour ce retour. Sandrine et Victor qui sont encore avec nous. D'autres réactions, d'autres questions, Sandrine? Non, pas de questions, mais effectivement, de témoignages très intéressants et qui donnent envie. Voilà, la réflexion, elle est là, mais je pense qu'il nous faudra encore du temps avant de pouvoir mettre ça en place. Mais voilà, ce retour d'expérience est vraiment très, très intéressant. Merci à vous. Merci. Bien, eh ben, je crois de toute façon, hein, l'idée, c'était de peut-être aussi susciter de la part de ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et puis qui écouteront peut-être demain la visio sur la plateforme, des questionnements, des envies d'aller plus loin et comme ça a été dit, peut-être d'aller regarder les éléments qui vont ressortir de cette expérimentation sous forme de vidéos et de guides méthodologiques. Donc, on peut qu'inciter à suivre l'aventure Cléa au sein de Copagir. Marie, Sylvie, c'est à vous le mot de la conclusion. Pour ce qui me concerne, moi, je dirais simplement que l'enjeu maintenant, c'est de passer de l'expérimentation à une organisation intégrée qui permet de dérouler, de rendre opérationnel au long cours, cette fois-ci, ce mode d'intervention. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être d'aller un petit peu plus loin, mais ça va nécessiter quand même encore un peu d'ingénierie. Je voudrais simplement conclure là-dessus et dire que sans l'appui d'ingénierie lié au travail qu'a fait Marie au sein de Social Act, et un suivi et vraiment une coordination, et puis quelqu'un qui pense effectivement à tous les enjeux, toutes les étapes et à la formalisation, je pense qu'on n'en serait pas tout à fait là. Donc, ça veut dire aussi penser sur le long cours à cette fonction qui, nous, qu'on est en train d'intégrer de façon permanente dans nos budgets pour pouvoir non seulement continuer, mais avoir une veille et peut-être déployer un peu plus de plus-value autour de ça. Donc, voilà, c'est aussi des choix dans les choix financiers à faire. J'ai sollicité l'OPCO, moi, sur ces questions-là. Ils sont quand même moins sur l'ingénierie, voire pas du tout. Donc, puisqu'ils assimilent ça à du conseil. Mais il faut qu'on trouve les moyens, un peu comme apportent des fois les fonctions des RH dans les entreprises. Il faut absolument trouver des moyens, quand on parle là-dessus, de ne pas faire du one-shot, voilà, et d'embarquer et de rester bien embarqué tout le monde sur le même navire, quoi. Alors, moi, j'ai juste une petite question pour Marie. Ce travail-là, ça vous a occupé quasiment à temps plein ou comment vous arrivez à quantifier un petit peu? J'avais d'autres chats à fouetter, c'est très clair. Par contre, ça a été un peu un fil conducteur, Cléa, parce que finalement, tout ce qu'on souhaite structurer tourne un petit peu autour de cette logique. Alors pour moi, c'est difficile, mais je pourrais le faire, on peut se rappeler, Corinne, de dissocier qu'est-ce qui a été strictement dédié à StexP pour qu'elle aboutisse, en lien très fort avec nos partenaires, avec Michel, avec la DAFCO, etc. Tout seul, ce n'était pas possible. C'est ça aussi, ce qui a été super, c'est des expertises croisées. Nous, on avait les publics, le terrain, le concret. De l'autre côté, on nous apportait une lecture facilitée des référentiels, des codes, des stratégies. Décrocher un certificat, c'est aussi une stratégie. Est-ce que toutes les compétences, elles ont le même critère de pondération dans le référentiel? C'est pas évident. Donc, tout ça, c'est important de partager. Et puis peut-être juste dire par rapport à ce que disait Sylvie, le besoin ou l'envie pour certaines structures d'insertion d'internaliser ou de pérenniser une fonction un peu ingénierie, coordination, accompagnement de ces projets.
côté Social Act, ça va aussi avec l'idée de partager ça avec d'autres. Alors, elle n'est pas là aujourd'hui, mais avec demain, on a déjà beaucoup partagé sur ces axes qu'on retient. Est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'à eux aussi ils vous parlent? Je pense à la régie de quartier, des quartiers de Dole, qui est aussi investi dans ce projet, qu'on associe à chaque comité de pilotage, parce que l'idée, ce n'est pas de faire ça tout seul dans notre coin, et c'est espérer le partager plus largement sur le champ d'insertion. Ok, merci. Bien, et bien écoutez, là-dessus, sur cette suite suggérée par Marie, il me reste à vous remercier, à remercier Sylvie et Marie pour leur retour, leur témoignage, leur retour d'expérience, et puis vous remercier aussi pour votre participation et votre questionnement et votre intérêt. Et puis, on vous donne peut-être rendez-vous pour d'autres moments de retour d'expérience sur ce travail qui a été conduit au sein de Capagir, des temps de partage peut-être et de mutualisation à la fois sur la démarche, les outils et puis les changements que ça induit au niveau de la structure. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Bonne continuation.